Alors, la dernière intervention de ce colloque prend également la forme d'un entretien entre le photographe Michael Levin, dont la démarche s'intéresse à des événements historiques ou à des mouvements marquants de notre époque. Son travail visuel interroge l'identité de ces lieux, mais également notre perception. Et il recherche les traces des mémoires et les influences sociales qui les façonnent. Et Olivier Godin, d'autre part, qui est maître de conférence à l'École de la nature et du paysage de Blois, chercheur au laboratoire Ambiance, Architecture, Urbanité à Grenoble et associé au Centre d'études des mouvements sociaux à Paris. Ses travaux portent sur la philosophie pragmatiste, les études urbaines, le cinéma et l'histoire culturelle des paysages. Et votre échange s'intitule « Lieux critiques, site de révolte d'esclaves américains ». Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir tenu le coup jusque-là. Et surtout à vous pour nous inviter. On va commencer avec une vidéo sans rien dire et après on expliquera ce que vous avez. Peut-être si on peut éteindre la lumière juste pendant 5 minutes. Et merci beaucoup à toutes les organisatrices et organisateurs de ce colloque.
peut-être, on a pensé donc avec Michael que c'était une entrée en matière intéressante d'aborder le sujet et le titre même de la série via cette séquence filmée. Et donc le titre de la série, c'est Lieux critiques, site de révolte d'esclaves américains, et qui comprend déjà en fait une sorte de double approche où ne figure pas le terme de paysage, mais l'approche par l'espace, par les lieux, et l'approche par la notion de site. Et donc, dans ce qu'on a raconté sur la stratification, ce qu'on a entendu déjà depuis hier, je pense que c'est un bon angle pour approcher le choix du titre que de mettre en regard la question du lieu et la question de la critique, ce qui est proposé dans le texte que signe Michael à la fin de la séquence de vidéo, puisque apparaît la première personne, hein, it seems to me finalement, et aussi la formule négative en fait que constitue la fin du texte, c'est-à-dire qu'il n'y a there is no record, il n'y a pas de traces d'enregistrement de l'endroit où sont enterrées les 270 personnes qui sont décédées sur ce site dans des circonstances un peu particulières en 1816. Tu veux enchaîner là-dessus? Pour parler plus du titre, Critical Places, ces dernières années, on parle beaucoup de Critical Race Theory, qui vient de Critical Theory, qui est la théorie, je ne sais pas comment ça se dit. Théorie critique. Oui, qui vient de l'Allemagne, en fait, d'après-guerre. Et c'est un peu surgi en Amérique 3-4 ans après la meurtre de William Floyd. C'est une façon de dire qu'il y a des structures économiques et sociales en Amérique qui persistent depuis le temps de l'esclavage, enfin, depuis le temps de même la période coloniale en Amérique, et qu'il faut face à ces structures si on veut vraiment changer les choses en Amérique. Et c'est un peu pour ça que j'ai pris ce titre, parce que je voulais montrer qu'il y a des lieux qui correspondent à ces structures économiques. Alors, je l'ai photographié une quinzaine de sites de révolte. Il y en a 200, 300, ça dépend comment on les définit. Mais j'ai choisi les révoltes que j'ai choisies. Une des critères pour le choix de révolte, c'était parce que chacun montrait d'une autre façon un aspect de ces restes, on peut dire, de structures économiques ou sociales qui font partie de la vie quotidienne en Amérique. Alors, Negro Fort, justement, je l'ai choisi parce que on dit que, je ne sais pas si vous avez lu le dernier texte, c'est en anglais, mais le massacre a provoqué une réaction tellement forte que ça a amené à l'emploi de ce terme slavocracy, comme un pays qui est basé sur les structures de l'esclavage. Et ça, c'est un peu à l'origine, on peut dire, de Critical Race Theory. Alors, peut-être pour rebondir, donc pour donner un peu de contexte à ces propos, parce qu'on a choisi de commencer in medias res, mais c'est une série qui est en cours, plongée dedans. C'est un travail qui est en cours, que tu as commencé en 2019, mais qu'en réalité, on pourrait dire que tu as commencé il y a plus longtemps que ça, parce qu'il y a une trajectoire dans le travail de Michael Levin, que je vais rapidement retracer, qui est en partie présente d'ailleurs par l'ouvrage qui est consultable là, qui s'appelle Au bord, et qui correspond à une photographie où le paysage n'est pas un paysage au sens des codes picturaux traditionnels, mais est présent sous d'autres formes, peut-être plus par la notion de site, sous-entendu justement d'endroits où il s'est passé quelque chose. Hier, on a eu un exposé autour des scènes de crime, et il y a vraiment des parallèles intéressants qu'on pourrait tisser. Donc l'idée, c'était de montrer que dans ton travail, il y a un rapport avec la question de la violence et de la trace ou de l'absence de trace visible de cette violence, et que la question de la mémoire n'est jamais séparable de celle de l'oubli, et que donc finalement, sous quelles conditions un travail comme celui d'un photographe, même lorsqu'il utilise justement l'image un peu mobile et le son, parce que c'est le cas aussi dans cette séquence que tu as montrée, peut faire avec ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, et les mettre en relation avec une forme de connaissance, d'enquête, de documentation qui fait partie de ta démarche. Donc dans ce travail des lieux critiques, des critical places, je pense que c'est vraiment important de reprendre ce qu'a dit d'ailleurs Tavia, c'est la question des conditions de la perception. Comment est-ce que le regard vient être troublé par déjà un titre, on vient d'évoquer cette question du titre,
et par la mise au travail en fait de celui ou celle qui regarde vis-à-vis de ce qui justement n'est pas visible immédiatement. Et tu viens de mentionner ces questions de la structure en fait, hein, pas au sens du structuralisme peut-être des années 60-70, mais de la mise en évidence ou en visibilité progressive de ce qui ne se voit pas immédiatement, y compris dans les rapports sociaux et dans les permanences historiques, d'une histoire qui est, voilà, qui est vieille, qui est ancienne à certains égards. Pour les Américains, États-Uniens, peut-être ça paraît très ancien, mais en fait c'est tout à fait récent, et surtout ça n'est pas passé. C'est quelque chose qui relève de la permanence aussi, bien sûr, avec des formes variées. Tu faisais référence au meurtre de George Floyd, mais c'est comme des récurrences. Cette histoire de lieu critique permet d'essayer de chercher, non pas une solution peut-être, mais des points de visibilité de cette histoire ou d'affleurement de cette histoire à travers une démarche qui emprunte, alors là ça va être une forme de question justement que je vais t'adresser, mais à une pratique de la photographie qui commence donc bien avant 2019, mais notamment avec une forme de trilogie au fond que viendrait provisoirement refermer ce travail en cours. Le premier qui donne lieu à un ouvrage intitulé War Story, c'est un travail où tu viens en Europe sur les traces de ton père qui était correspondant de guerre à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, photographier des lieux que lui n'avait pas photographiés, mais dont il a décrit, mais qu'il a décrit par le texte. Et donc je pense que ce rapport entre le texte et l'image, il est absolument fondamental pour comprendre ta démarche, puisque justement tu fais réapparaître du texte en permanence, et tu vas juxtaposer, même dans les légendes des images qu'on va petit à petit vous montrer. On a choisi 5 ou 6 images, rassurez-vous, il y en a beaucoup plus, mais c'est quelques échantillons qui sont en partie consultables, accessibles en France, peut-être pour la première fois, en tout cas en France c'est sûr, voire dans le monde, dans une revue dont je m'occupe qui s'appelle Les Cahiers de l'École de Blois. Et ce numéro, intitulé Ligne de front, qui était consacré aux questions des conflits, en partant de l'expérience de guerre vers des sens un peu plus métaphoriques des conflits. Et la série photographique qui figure dans ce numéro, c'est la série, justement, un extrait de cette série Lieux critiques qui présente, justement, aussi par un texte de Michael, la démarche que je viens de résumer et qui mentionne notamment le nombre de ces révoltes. Moi, j'ignorais complètement avant de découvrir ton travail, puisque c'est ce que tu écris, près de 250 révoltes se produisirent partout où l'esclavage existait, de New York à la Floride et vers l'ouest jusqu'au Texas. Pourtant, je continue à te citer, la plupart d'entre elles sont peu connues, voire entièrement oubliées. Si on peut identifier les endroits où elles se produisirent, leur transformation les a souvent rendues méconnaissables. Donc, question, comment est-ce qu'on fait pour identifier les lieux où elles se produisirent lorsqu'on travaille comme toi sur ceci? Tout d'abord, le Covid, c'était une très bonne période de recherche, parce que je ne pouvais pas bouger. Oui, il faut chercher. Et si c'est souvent surprenant, si on commence à chercher, on trouve des gens qui ont fait des recherches, qui sont méconnus, mais qui localement savent des choses. Chaque situation est différente, mais en Floride, oui, j'avais lu en passant quelque chose sur cette histoire et j'ai commencé et j'ai trouvé qu'il y avait tout un livre qui a été écrit dessus. Une autre fois, c'était une enseignante d'école en retraite qui avait elle-même fait des recherches sur une révolte et c'est la seule qui connaît de cette histoire. Parfois, c'était... mais je crois qu'il faut juste s'y mettre. Et parfois, je pouvais identifier un lieu le lieu précis. On va voir ça tout à l'heure. Où quelque chose s'est passé. Parfois, c'était plus général. C'était dans toute un quinte et tout un comté. Alors, je faisais des photos un peu partout. Mais je crois que ce qui était différent dans ce projet, par rapport à d'autres que j'avais vu avant, je pense qu'avant, je photographiais toujours des absences de choses. Et ce que je voulais faire ici, c'est montrer la présence continue des effets de cette révolte. Si on va montrer une image. Comme j'ai promis une trilogie, je voulais juste mentionner que tu as aussi travaillé après War Story. Oui. Il y a eu un travail qui s'appelle Christina's History, où là, il y a une forme d'itinérance entre plusieurs pays par rapport à une mémoire familiale de migration entre l'Europe et même l'Afrique.
de la Pologne au Portugal, en Afrique. De la Pologne au Portugal en Afrique. Donc voilà, il y a cette idée de suivre des pistes qui ne sont pas évidentes et qui ne sont pas immédiates, mais qui te conduisent à chaque fois finalement à installer une tension ou une charge dans les images autour de cette dialectique entre ce qui est absent et ce qui est présent. Et le dernier travail qui précède celui-ci, dans la publication en tout cas, c'est aussi dans les années 90 que tu l'as photographié, c'est donc Au bord, que vous pourrez consulter après, qui en fait est une série de plus de 90 photographies de toute la frontière française entre Dunkerque et Bâle, et donc les différents postes frontières au début des accords de Schengen, qui se retrouvent justement désactivés, peut-être que provisoirement d'ailleurs, et qui nous font réfléchir. Le fait d'avoir publié ce travail-là en 2023, finalement, aux éditions de la Villette, est intéressant parce que c'est un moment où, au contraire, les frontières européennes se referment très très fortement, mais à l'extérieur de cet espace Schengen, comme vous le savez. Et donc, revenons-en pour de bon à la série. Tu as souhaité qu'on aborde aussi ça avec une citation de cet historien britannique, Simon Schama. Oui. Peut-être qu'on peut la lire rapidement en français. Les paysages sont culturels, écrit Schama en 95. Avant d'être naturels, ce sont des constructions que l'imaginaire projette sur le bois, l'eau, le rocher. Tel est l'argument de ce livre, dans l'introduction d'un premier chapitre. Mais reconnaissons-le, une fois qu'une certaine idée du paysage, un mythe, une vision s'établissent en un lieu donné, ils ont le don de brouiller les catégories et de rendre la métaphore plus réelle que son référent, de s'intégrer au décor en somme. Alors, pourquoi tu as voulu choisir cette phrase, cette citation? Parce que je trouve que ça appartient, ça décrit beaucoup mon travail, surtout dans ce site, c'est que je voulais inscrire ces histoires qui ne sont pas connues dans ces paysages, mais on peut, avec Fontainebleau, par exemple, tout à l'heure, ça je dirais que ça c'est un exemple parfait de comment, parce que comment l'image de paysage est inscrite dans la conception qu'on a toujours aujourd'hui de Fontainebleau, même si ce n'est plus le cas. Comme tu avais dit avec cette photo de l'entrée de la forêt, c'est complètement banal comme maintenant la photo, ce que tu montres, mais c'était un sujet que tous les peintres ont fait dans la période. Oui. Alors, observons donc une première image, peut-être un premier diptyque plutôt d'image. Oui, alors. Parce que, juste pour souligner un point, ça renvoie à ce qu'on disait avant, mais je trouve qu'il y a toujours un point fort important dans ton travail, qui est une double légende, en fait, avec deux dates Oui. et deux noms aussi de lieux, finalement, de désignations différentes du site. Est-ce que tu pourrais entrer par là, peut-être? Oui, alors, je commence avec le lieu, parce que je dis dans mon titre « Critical Places », donc je donne le lieu, et ensuite je donne la référence de ce qui s'est passé dans ce lieu. Et je dois aussi expliquer que pour chaque site, j'ai un texte d'à peu près une page assez courte, mais qui raconte un peu l'histoire de la révolte, qui donne les informations basiques sur la révolte, et ensuite mon expérience en faisant des photos, en allant aussi sur le site, et je montre la vidéo qu'on a vue, c'est en fait l'exception, c'est la seule vidéo que j'ai fait dans la plupart du travail, c'est des photos, 3, 4, 5, parfois une dizaine sur le lieu que je présente avec ce texte, et dans lequel aussi j'explique pourquoi cette histoire, comment ça a un lien avec les structures d'aujourd'hui, cette idée que j'avais parlé. Alors, St. Simon's Island, toujours, il faut commencer par expliquer ce qui s'est passé. C'est une île sur la côte de Géorgie, et en 1803, un bateau avec des captifs africains est arrivé à la côte, et quand on voulait les décharger, ils ont sauté à la mer, ils se sont noyés. Et depuis ce temps-là, il y avait toujours une légende dans le pays que il y a eu les hiboux qui ont sauté dans l'eau, et ils se sont transformés en oiseaux et ils sont repartis en Afrique. Mais ils sont repartis, oui, chez eux, à la maison, en Afrique.
Mais c'était toujours considéré comme une légende, que c'était pas vrai, il n'y avait aucun, soi-disant, il n'y avait aucune preuve. Ça revient aux questions, on parle beaucoup en Amérique, d'archives, la voix des Blancs et la voix des Noirs, the black voice and the white man's voice, the enslaver's voice. Il y avait, dans les critères d'archives des Blancs, il n'y avait pas de preuves, mais dans les légendes des gens du pays qui étaient des descendants de Hibou, c'était la vérité. Et il y a une vingtaine d'années, alors la photo de la rivière, c'est l'endroit où ça s'est passé. Et ça s'est toujours appelé Igbo Landing. Donc les gens du pays avaient très concrètement, ils savaient, il y avait cette légende, mais quand même, il y avait un lieu précis où ça s'est passé. Une toponymie qui transmet une tradition orale, oui, finalement. Oui. Et... alors, dans les années, il y a 20 ans, une vingtaine d'années, je pense que c'était, on a trouvé une lettre d'un marchand d'esclaves qui se plaignait qu'il a dû payer pour récupérer les corps des gens qui se sont noyés. Et donc, tout d'un coup, cette légende s'est transformée en quelque chose, un document. Ouais. Mais c'était quand même un document d'un blanc. Et après, d'autres chercheurs sont passés en Afrique et ils ont retrouvé qu'il y avait la même légende, cette légende de transformation en oiseau. Ça existait aussi en Afrique. Alors, ça a un peu fait la preuve. Maintenant, c'est considéré comme quelque chose qui s'est vraiment passé. Peut-être qu'on va montrer deux autres sites d'images, que c'est très chargé. Ça va très vite. Pour qu'on ait le temps d'un entretien. Ici, c'est une plantation où il y a eu une panique. On pensait qu'il y aurait eu une révolte et ils ont pendu une vingtaine d'esclaves. Et la plantation existe toujours et ça appartient toujours à la même famille. J'ai photographié, j'ai raconté l'histoire qu'il a. Et ensuite, j'ai fait ça c'est un deuxième volet de ce travail. J'ai fait une série d'expositions dans les lieux où les révoltes se sont passées. Alors là, c'est la photo de côté, c'est la présentation du travail. Quand j'ai fait l'expo, la famille m'a invité à la plantation pour me montrer. Ils savaient exactement où l'arbre était, où l'arbre de pendaison. Alors ça, c'est le reste de l'arbre. Peut-être une dernière image. On fait une dernière. Voilà. Ça, c'est la révolte la plus connue en Amérique, Nat Turner Revolt. C'était très sanglante. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de Blancs tués, donc c'est pour ça que c'est très connu. Mais ça, c'est un endroit qui est très, très reparti. On peut même, on peut faire des visites des lieux où la révolte s'est faite. Dans ce cas-là, c'est une maison où une femme blanche, enceinte, a été cachée par son esclave dans le grenier. Donc elle a été sauvée par son esclave. La maison existe toujours, elle appartient toujours à la même famille. Et ce qui est particulier dans ce site, c'est qu'en 1900, il y avait un photographe, un chercheur, qui a fait des photos de tous les endroits précis où la révolte a passé. Alors, ça, c'est très rare, parce que évidemment, les révoltes, c'était avant 1865, alors il n'y a pas de photos de révolte. Mais quand William Drury a fait ses photos en 1900, il y avait encore des gens en vie qui se souvenaient de la révolte, qui avaient vécu la révolte et pouvaient identifier les lieux précis. C'est assez unique. Il montre la cave où une chose s'est passée. Et vraiment, il y a un vrai travail de photographique sur le lieu. Et pendant que je faisais les photos, on m'a parlé de ces images. Donc moi, j'avais fait mes photos avant que j'ai vu les images. Mais si on regarde... Voilà, si on regarde bien dans l'image, là, dans le cadre de la porte, il y a une personne. Et ses ancêtres, je crois que c'est arrière-grand-mère qui
qui s'est caché dans le grenier de cette maison. Donc c'est voilà, pour peut-être conclure provisoirement et qu'on ouvre un dialogue parce que le temps passe et ça fait déjà 25 minutes. Ce que je dirais, moi, c'est que ce que tu viens de raconter là montre que pour chaque site, pour chaque travail, chaque série, en fait, à l'intérieur de la grande série, il y a ce chemin que tu fais vers les sources qui donne aussi un essence du mot critique, la notion d'interprétation, quoi, de chercher à documenter, à interpréter ce qu'on voit et à comprendre voilà, comment est-ce qu'on accède à un passé qui en fait est multiple en termes de points de vue et de types de documents, de chemin vers ce passé. Oui. Alors, juste pour ajouter sur ce site-là, c'est remarquable parce que il y avait ce monsieur dans ses arrière-grand-mère a été sauvé, mais j'ai aussi rencontré le petit-fils de Nat Turner, de celui qui a... et lui aussi, il m'a montré, mais chacun me montrait différentes choses, parce qu'il me montrait ce qu'il parlait à eux, ce qui était important pour eux, pour le petit-fils, disons, pour simplifier, de Nat Turner. Il a commencé par me montrer la cimetière familiale, où tous ses ancêtres, pas Nat Turner, mais tous les autres, sont enterrés. Il voulait me montrer qu'ils sont toujours dans le pays. Merci, Michael, et merci à vous pour votre écoute. Donc, Merci à tous les deux, surtout de nous avoir présenté ce projet dense mené sur un temps long qui s'élabore à travers divers sites et qui s'attache à mettre en évidence les traces de la période coloniale, parfois les manques de traces aussi. Moi, j'avais une petite question justement par rapport à ce que vous avez abordé à la fin. Enfin, on voit des personnes t'indiquer des lieux localisés, etc. Est-ce que la dimension... est-ce que le récit, en fait, par l'écrit, il détaille ces rencontres, ces échanges? Oui, ça dépend. Parfois, il n'y a pas eu d'échange. Quand il y en a eu. Quand il y a eu un échange, quelque chose d'intéressant. Oui, dans mon récit, justement, c'est pour raconter les échanges qui ont été particulièrement intéressantes. Ailleurs, comme la première photo dont on n'a pas parlé du tout, New York, il n'y a rien. Il n'y a personne qui connaît. On ne sait même pas exactement, parce que c'était un paysage rural. Maintenant, c'est la grande ville. Oui. Mais il reste le nom de cette rue qui transverse le grid. Alors, en fait, cette rue, personne n'avait compris que cette rue transverse, parce qu'en fait, c'est le chemin original. Tu veux dire que c'est une rue qui n'est pas alignée sur le quadrillage, oui, de la grille, parce qu'elle date d'avant l'installation de 1811, je crois, qui est la grille de New York. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, il y a des chemins Broadway typiquement qui est le plus connu, mais qui ne sont pas à l'intérieur de ce quadrillage. Et comme une rémanence de quelque chose. Oui. Broadway aussi, ça trace le chemin original. C'est ça. Indien, en fait. Donc c'est vrai que ça fait question sur toujours... En fait, si on commence à regarder, on trouve des choses qui ne sont pas forcément des évidences premier regard. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi je voulais vous poser une question qui a un peu traversé tout notre colloque. Est-ce que, au moment peut-être de concevoir même les images, vous posez la question des apparences, quelque chose comme vouloir montrer qu'il y a quelque chose en deçà ou au-delà des apparences, et donc peut-être affirmer, je sais pas, quelque chose comme la puissance suggestive de la photographie, mais en même temps son incapacité à attester. Enfin, on pouvait y penser avec l'image de la maison là tout à l'heure, qui me rappelait un peu ce que disait Isabelle Bonnet avec l'image qui montre rien du crime, où on se dit c'est le récit qui est puissant d'une certaine manière, et la capacité de la photographie ici, c'est de lui donner corps, de donner une forme à ce récit, mais en même temps sans attester plus particulièrement des faits qui se sont déroulés derrière cette façade. Au début, quand j'ai commencé le projet, mes images étaient plus dans ce sens-là. La photographie, c'est ce que je voulais dire en parlant de photos d'absence. Et petit à petit, j'ai essayé de faire plutôt on a aussi parlé de ça, des photos neutres. Cette idée mais quand même, il faut qu'il y ait une certaine vibration quand même. Alors, la photo de avant,
ici, cette photo-là, il y a une certaine étrangeté dedans, je pense. Et pour moi, c'est peut-être ça exactement ce que je cherchais à faire. C'est un des meilleurs exemples. Tu n'as pas décrit ce qui se passait à l'arrière-plan de la photo? Oui, j'ai pas des. En fait, c'est des photos, les signes dans mes photos, dans ce projet, je crois que sont très importants. Le N ici, pour un Américain, tout de suite, il dit oh, noir, negro. Mais ce qui est le plus important, c'est ce truc-là. On ne sait pas ce que c'est, mais il y avait un navire qui s'est coulé juste avant que je suis venu, et c'était un truc de sauvetage où ils étaient en train de sortir le navire de l'eau. Et cet aspect de sauvetage, ça m'a passionné parce que dans cette fameuse lettre du marchand, il parlait du coup du sauvetage des gens qui se sont noyés. Et là, j'arrive et encore, ils sont en train de parler de sauvetage 200 ans plus tard, mais de tout autre aspect. Mais c'était comme un écho pour moi. Et ensuite, il y a ce monsieur qui est très étrange, c'est presque avec ses lunettes comme ça, il a l'air un peu d'un diable. C'est pas très net ici, mais je sais Il y a l'imagination qui est mise au travail de la part du spectateur, mais aussi de celui qui prend la photo quand il découvre ce qu'il a photographié finalement. Oui, quand je découvre après. Ouais. C'est un peu blow-up. Oui. Dans cette photo-là, il y a une autre version où on voit ce que c'est ce drapeau. C'est un drapeau de Trump. De Trump. Mais finalement, je voulais pas. Cette coupe, ça m'était marqué le temps d'une façon trop forte. Je voulais pas que ça. Mais c'est quand même. C'est un lieu. Maintenant, c'est reconnu. On sait qu'il y a eu vraiment ce massacre, mais c'est quand même propriété privée. Et il fallait que j'obtienne la permission d'aller ici pour faire ça, pour faire cette photo. Et on voit le genre de gens qui habitent. Oui, parce qu'en fait, ce ne sont pas que des espaces publics. Moi, au début, je croyais, mais non. Il y a toute cette question de la propriété qui est quand même quelque chose de très sacré. Oui, c'est surtout des propriétés. Ce sont surtout des propriétés privées qui notamment ont été transmises telles quelles, parfois depuis cette période. Parfois complètement transmis, parfois n'ont pas bougé. Le rapport entre les deux images. C'est seulement fait ça pour la présentation ici. En fait, il y en a. Non, c'est le même. C'est sur l'île, c'est le même île. Oui. Et c'est à 1 kilomètre. Mais ça fait partie d'un ensemble je crois que pour St. Simons, j'ai 7 ou 8 images. Alors, il y a autre chose aussi qui parle d'autres aspects de ce qui se passe là-bas. Et si c'est beaucoup des sites privés, est-ce que tu as fait des demandes pour certains sites qui ont été refusés par les propriétaires? C'était compliqué. Parfois je suis à l'aise, c'est tout. Il ne faut pas demander, il faut faire des photos. Et je jouais un peu sur le fait que je suis quand même un homme blanc, plus ou moins âgé, avec une caméra. Déguisé en touriste. Parfois, je mettais mon accent français au plus fort. Mais il y a eu des situations un peu tendues. Et le texte explicite un petit peu ce qui s'est passé Oui, alors le texte explique la légende, explique les preuves qu'on a eues depuis. D'accord. Et ensuite, je parle de ma visite. Il y a une femme, St. Simons, c'est une femme, la femme qui m'a guidé elle m'a montré toute l'île. Elle est descendante des esclaves qui ont, dans la période d'esclavage, toute cette île était que des plantations, il n'y avait pas de ville. C'était exploitation de riz, c'était 5 ou 6 plantations. Et à la fin de l'esclavage, les plantations n'étaient plus rentables. Alors,
l'île a été abandonnée par les esclavistes, les ex-esclaves sont restés là. C'est eux, ces communautés qui sont là depuis. Et maintenant, l'île est devenue un sorte de resort comme ça, touristique. Et ils ont augmenté les impôts et ça, ils font partir les voir. C'est typique aussi de... Une dernière question, au fond. Comment est-ce que vous avez découvert où se trouvaient ces sites? Donc il n'y a pas d'archives photographiques, mais est-ce qu'il y a des archives écrites où voilà, il y a une trace écrite qui menait à l'autre ou à une famille que vous connaissez? C'est toujours différent. Il y a différentes démarches chaque fois. Et parfois, je ne pouvais rien trouver. Et j'ai donc choisi de ne pas faire ce travail parce que je ne pouvais pas m'orienter. Mais oui, chaque fois, c'est une autre histoire. Vraiment, c'est Saint Simons, cette femme qui m'a guidé, c'était extraordinaire quand même. Elle pouvait... la plantation, il y a un livre qu'un chercheur qui a... C'est l'histoire de la plantation avec les 20 esclaves qui ont été pendus. C'était gardé en secret pendant 150 ans parce que la famille, en fait, ils avaient honte. Parce qu'après les pendations, ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait probablement pas de révolte. Qu'ils avaient paniqué. Ça arrivait beaucoup dans le sud, en Amérique. Alors, ils ont un peu caché ce qui s'est passé. Et un chercheur, en 1975, je pense, par hasard, a trouvé une série de lettres de la femme du propriétaire qui parlait de ça. Et comme ça, il a découvert cette histoire, il a fait plus de recherches. Et moi, j'avais choisi cette révolte comme un exemple de comment les gens qui ont le pouvoir tiennent les informations, ils manipulent les informations. La famille était très... Ils habitent toujours dans le lieu et ils ne savaient pas très bien comment s'y prendre. La femme du monsieur qui tient la plantation, elle était très fâchée avec moi, elle me jurait. Mais lui, qui est le descendant quand même, il voulait me montrer l'arbre. Et je voyais qu'il ne savait pas comment s'y prendre, parce que, par exemple, il commençait à me raconter une histoire de ghosts, de fantômes dans la maison. Mais c'était des fantômes blancs. Et moi, je disais, mais quand même, il doit y avoir des fantômes, d'autres fantômes aussi ici. Mais ça, de toute façon, il me montrait sa malaise. Et je crois d'une certaine façon, il voulait que moi, je lui explique un peu comment il devrait se prendre. Mais merci encore. Merci à toutes et à tous pour votre participation à ce colloque. Merci à nos intervenants, nos intervenantes.